Chapitre 1. L'arôme du scandale. Le thé de 5 heures à Elmwood Manor était plus qu'une tradition. C'était un rituel soigneusement chorégraphié. Les feuilles provenaient directement d'Inde. La porcelaine était du véritable Wedgwood, et la théière était en argent antique, brillant gravé d'armoiries, à peine reconnaissable. Pour Lady Constance Ashworth, matriarche du domaine et héritière de l'une des plus anciennes fortunes du comté de Surrey, le thé était son moment d'empire domestique, où chaque geste, regard et cuillère à café de sucre servaient à consolider son pouvoir. Mais cet après-midi d'avril, quelque chose interrompit la danse parfaite du rituel. Lady Constance ne descendit pas au salon. C'est la femme de chambre, Margaret, qui l'a remarqué la première. Il frappa à la porte de la chambre avec sa timidité habituelle, s'attendant à entendre le « entrer » sec et autoritaire qu'il connaissait si bien. Il n'y a eu aucune réponse. Après avoir insisté 3 fois, il entra et poussa un cri aigu qui résonna jusqu'à la galerie principale. Lady Constance gisait sur le sol, toujours vêtue de sa robe de velours bleu. Sa tasse de thé renversée a taché le tapis perçant d'un halo de cuivre. L'arôme délicat de la bergamote flottait dans l'air, étrangement doux, empoisonné par autre chose. Le médecin local a été appelé immédiatement. Crise cardiaque? A-t-il statué sans trop d'examen. Constance Ashworth avait 77 ans et, selon les normes médicales du camp, une candidate raisonnable à une fin soudaine. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Il n'avait pas d'antécédent cardiaque, murmura sa nièce. Evelyn Ashworth, son regard parcourant la pièce avec un mélange d'horreur et de calcul. Il allait parfaitement bien ce matin. Nous avons marché ensemble dans le jardin. Nous nous sommes même disputés sur sa volonté. Un mot qui, apparemment, flottait avec un poids dangereux dans cette maison. Le lendemain, l'avocat de la famille, M. Julian Swafford, a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Lady Constance avait modifié son testament 3 jours avant son décès. Dans ce document, il réduisit considérablement la part de son neveu Charles, l'héritier traditionnel, oisif, et augmenta considérablement celle d'Evelyn. La nouvelle est tombée comme une pierre dans l'étang de la famille Ashworth. Les proches sont arrivés en masse, Charles, la mâchoire raide et le visage rouge, avec une fureur réprimée. Sa femme, Honoria, qui évitait tout contact visuel. Et la silencieuse et sombre servante Margaret, dont le regard semblait contenir un secret qu'elle craignait même de se confier. Il y a quelque chose dans le thé. Quelque chose ne va pas, dit doucement Margaret à la gouvernante un soir plus tard. Et la théière n'est pas à sa place. C'est cette inquiétude, accompagnée d'un appel de Miss Evelyn, respectueux mais insistant, qui a amené sur les lieux l'homme qui allait complètement changer le cours de l'affaire, Monsieur Hercule Poirot. Il est arrivé à la ponctualité suisse, costume gris parfaitement repassé, moustache impeccable comme emblème d'autorité et de logique, et un regard si aiguisé qu'il semblait capable de disséquer les intentions dès la première poignée de main. Il fut reçu par Evelyn dans le salon où était toujours conservé le même service à thé. « Monsieur Poirot » commença-t-elle d'un ton mêlé d'espoir et de peur. « Je crains que quelqu'un dans cette maison n'ait commis un crime, mais tout le monde fait comme si de rien n'était, comme si ma tante était morte, parce que c'était son tour. » Poirot hocha la tête, ne regardant toujours pas la pièce, mais concentrant son attention sur la jeune femme. « Mademoiselle, quand les apparences
sont si calmes. C'est là que l'âme humaine a tendance à être la plus agitée, murmura-t-il calmement. Dis-moi, qui a servi le thé cet après-midi-là? La servante, Margaret. Mais la théière était déjà préparée, comme d'habitude. Sur la commode du couloir, Poirot fronça les sourcils. Il se dirigea vers le meuble indiqué, l'examinant sans rien toucher. Il se tourna ensuite vers Évelyne avec un demi-sourire. « La mort peut être servie dans une belle tasse de porcelaine, mademoiselle. Et le pire dans le poison n'est pas son goût, mais ce qu'il révèle sur l'âme qui le délivre. » Et ainsi, d'un pas tranquille et d'un regard inquisiteur, Hercule Poirot entra dans Elmwood Hall, et l'air, le même qui sentait vaguement la bergamote, commença aussi à sentir la vérité cachée. Chapitre 2. La réunion des héritiers. La salle de musique d'Elmwood Hall, habituellement, un coin oublié orné de portraits de famille et de tapisseries poussiéreuses, a été improvisé en salle de réunion sur ordre d'Évelyne. Les proches et le personnel de maison se sont installés sur des chaises dépareillées, formant un cercle imparfait autour du centre vide. L'atmosphère était épaisse, comme si chaque mot futur était piégé dans l'air, attendant d'être libéré. Poirot, impeccablement droit sur une chaise à dossier en acajou, examinait mentalement les noms et les visages, tandis que son regard parcourait la pièce avec un calme étudié. Je n'ai pas pris de notes. Je n'en avais pas besoin. Pour lui, chaque geste était une ligne écrite dans une langue que lui seul lisait clairement. « Permettez-moi de vous remercier », commença-t-il d'un ton courtois mais ferme, « pour votre présence. Parfois, les morts deviennent les meilleurs narrateurs si l'on sait les écouter. Et moi, mes amis, j'ai des oreilles très attentives. » Charles Ashworth bougea avec agacement. C'était un homme robuste, avec une mâchoire serrée et des manières polies et forcées. Son épouse, Honoria, se tenait rigidement à ses côtés, ses doigts entrelacés comme pour retenir une tempête intérieure. « Ce cirque est-il vraiment nécessaire, monsieur Poirot ?» dit Charles avec un sourire sans humour. « Le médecin a été clair. Crise cardiaque. Aucun meurtre à rechercher. » Poirot pencha la tête, sans prendre la peine de répondre immédiatement. C'est Évelyne qui répondit. « Ma tante a changé ? Son testament peu avant sa mort. Et peut-être que quelqu'un n'était pas content de ce changement. » Un léger silence suivit ces paroles. Seul le claquement des chaussures de la femme de chambre de Margaret pouvait être entendu alors qu'elle remuait sans cesse sur sa chaise. Poirot intervint alors d'une voix douce. « Mademoiselle Margaret, c'est vous qui avez préparé le thé ce jour-là, n'est-ce pas ?» La jeune femme hocha la tête d'un geste content. « Oui, monsieur, comme d'habitude. » L'eau était déjà bouillie et la théière était sur le buffet. Je n'ai servi les tasses que comme Lady Constance l'avait demandé. Et tu as remarqué quelque chose d'étrange? Des détails qui ne sont pas à leur place? Marguerite hésita. La bouilloire était plus chaude que d'habitude, je pense. Et l'odeur, un peu différent. Mais je pensais que c'étaient les nouvelles feuilles que j'avais ramenées du marché. Poirot hocha lentement la tête, puis il regarda le majordome, M. Bates, un homme âgé au visage de marbre. « Est-ce que quelqu'un a eu accès au buffet cet après-midi-là ?»« Tout le monde et personne, monsieur. C'est dans le couloir qui relie la cuisine au salon principal.
N'importe qui aurait pu l'ouvrir. Poirot plissa les yeux. La maison avait une structure propice au crime, trop d'entrées, des couloirs calmes, des pièces reliées par des doubles portes, et trop de temps sans surveillance. Curieux, murmura-t-il pour lui-même. Tout est si organisé et pourtant si exposé. C'est alors qu'un personnage resté silencieux jusqu'alors élève la voix. Il s'agissait de Miss Dorothea Hillingdon, une cousine éloignée des Ashworth, une femme âgée réputée pour son excentricité. « L'argent, dit-il soudain. J'ai toujours pensé que cette théière apporterait le malheur. Cela vient d'un lot confisqué aux enchères, vous savez. Personne ne voulait la toucher. On dit qu'il appartenait à une famille morte, empoisonnée. Le commentaire a été accueilli avec un malaise général. Charles renifla. Honoria évitait de regarder Dorothea et Evelyne fronça les sourcils. « Êtes-vous superstitieuse, mademoiselle ?» demanda Poirot avec un véritable intérêt. Pas plus que n'importe quelle autre femme ayant vécu assez longtemps pour savoir que les objets se souviennent, répondit-elle en croisant les bras. Poirot ne répondit pas, mais ses yeux pétillèrent faiblement, comme si une pensée s'était imposée, fugace, au milieu du brouillard. La suite de la rencontre s'est déroulée entre phrases mesurées, regards échangés et silences suspicieux. Poirot n'a pas demandé d'aveu. J'ai cherché des fissures dans les masques. Et même si personne n'a rien dit d'incriminant, chacun a révélé quelque chose. Charles avait un tempérament d'homme acculé. Honoria semblait en savoir plus qu'elle ne voulait l'admettre. Dorothée aimait trop le mystère, comme si elle cachait un des siens. Et Margaret avait peur. À quelqu'un ou à quelque chose. Une fois la pièce vide, Evelyne s'approcha de Poirot. « Eh bien, monsieur, qu'en penses-tu? Je pense que ta tante était une femme méticuleuse. » Et que quelqu'un comptait là-dessus pour planifier quelque chose d'élégant. Élégant? Poirot sourit légèrement. Ouais. Le crime le plus dangereux est celui qui ne ressemble pas à un crime. Mais, mademoiselle, il y a quelque chose dans cette maison qui ne correspond pas à cette idée de perfection, et je vous promets que je le trouverai. Dans le couloir, une horloge sonna 6 heures avec un carillon métallique. L'écho s'est répandu dans le manoir pour rappeler que le temps presse et avec lui la patience du meurtrier. Chapitre 3. Les mots qui ne sont pas dits. Le lendemain matin se leva avec une fine bruine qui enveloppa Elmwood Hall d'un brouillard persistant, comme si le temps lui-même voulait voiler les secrets de la veille. Poirot, ponctuel et parfaitement boutonné jusqu'à la dernière boutonnière, demanda à voir chaque membre de la maison séparément. Pas dans la bibliothèque ni dans le hall principal, mais dans la petite serre, au fond. Ce n'est pas un choix fortuit. Les plantes, pensa Poirot, ne savaient pas mentir, et sous cette humidité chaude et enveloppante, les humains avaient tendance à baisser la garde. Le premier à arriver fut Charles Ashworth, même avec son froncement de sourcils et sa démarche raide. Il semblait être un homme plus habitué à donner des ordres qu'à en recevoir. « Pensez-vous que je puisse vous aider avec quoi que ce soit, monsieur Poirot ?» demanda-t-il en s'installant sans attendre une invitation. « Oh, je n'en doute pas, monsieur.
répondit Poirot avec un léger sourire. Commençons par le plus simple. Où étais-tu à l'heure du thé? Bouffon Charles. J'étais à la bibliothèque. Révision des papiers du club. Personne à part Honoria ne m'a vu, mais je n'ai aucune raison de mentir. De plus, ma tante avait déjà fait clairement comprendre qu'elle ne me faisait pas confiance pour gérer l'héritage. Et ça t'a fait mal? Ce n'est pas une question de douleur, mais de justice. Pensez-vous qu'Evelyne a la formation ou l'intelligence pour gérer tout cela? Et pourtant, Lady Constance a modifié le testament en sa faveur. Oui, et juste après une dispute entre eux. Curieux, non? Poirot ne répondit pas. Il se contenta de noter mentalement la rapidité avec laquelle Charles détournait son attention. Il s'inclina légèrement, et Charles se retira avec la dignité blessée d'un noble injustement accusé. Le prochain à entrer fut M. Betts, le majordome. Il marchait lentement, mais son regard était perçant. « Vous travaillez pour Lady Constance depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? » 36, monsieur. Elle faisait confiance à ma discrétion. Et tu lui as aussi fait confiance? C'était une femme dure mais juste, même si ces derniers mois, j'étais plus irritable. Il s'enfermait pour écrire, pour réviser des documents. Quelque chose la dérangeait. Vous souvenez-vous s'il y a eu des visites inattendues? Une lettre plutôt. Il est arrivé il y a une semaine, avec cachet étranger. Je l'ai vu par hasard sur le bureau, et après l'avoir lu, Lady Constance n'a plus jamais été la même. Et la lettre? Disparue? Mais je peux vous assurer que c'est après l'avoir lu que vous avez appelé l'avocat. Poirot hocha la tête, le remerciant pour l'information, avec un regard qui en disait plus que 1000 mots. Ce détail, apparemment insignifiant, a ouvert une nouvelle dimension. Puis ce fut le tour d'Honoria. Elle entra dans la serre les lèvres pincées et les yeux baissés, comme si elle craignait que l'air lui-même ne la juge. « Madame, dit doucement Poirot, vous étiez avec votre mari dans la bibliothèque, n'est-ce pas? » Ouais. Je tricotais pendant qu'il lisait. Pourriez-vous voir s'il est sorti à un moment donné? Elle hésita, et cette hésitation ne passa pas inaperçue. Je pense qu'il s'est levé pour chercher un livre sur l'étagère du fond. Il est resté hors de ma vue pendant quelques minutes. Et toi? Ça n'a pas bougé? Non. J'étais concentré sur mon travail. Il baissa le regard. Mais maintenant que j'y pense, j'ai entendu des pas dans le couloir. Cela aurait pu être n'importe qui. Cette maison grince toujours comme si elle avait sa propre vie. Poirot se pencha vers l'un des pots de la serre, retirant un grain de terre du bord, comme s'il s'adressait à la fougère plutôt qu'à Honoria. « Madame, quand une maison parle, on ne l'entend pas toujours, mais je le ferai, tôt ou tard. » Honoria quitta les lieux les yeux humides, comme si un fardeau invisible pesait sur sa poitrine. Margaret était la suivante. Ses mains étaient jointes, ses jointures blanches de tension. Elle était la seule à ne pas s'asseoir. Elle restait debout, comme une servante qui sait ne pas s'installer parmi les meubles de ses maîtres. Quelle était votre relation avec Lady Constance? Elle était stricte, mais il a pris soin de moi depuis que je suis enfant. J'étais la fille de la blanchisseuse. Lady Constance m'a donné une éducation et un travail. Et tu soupçonnes quelqu'un? Elle leva les yeux pour la première fois. Les siens étaient sombres et pleins de peur.
Je ne sais pas si je me méfie, monsieur, mais j'ai entendu une dispute, la veille de sa mort, entre Lady Constance et Miss Evelyn. Poirot l'étudia attentivement. À propos de quoi? À propos de la théière. La voix de Margaret était à peine un murmure. Lady Constance a déclaré qu'il ne devait plus être utilisé, que ce n'était pas sûr. Mais Miss Evelyn a insisté pour le laisser à sa place, dans le cadre du rituel. Poirot resta silencieux pendant quelques secondes. Puis, il s'approcha du banc près du mur et d'un geste calme dit « Merci, mademoiselle. Vous avez été très courageux. » Quand Margaret partit, Poirot marchait seul parmi les plantes. Il toucha doucement la feuille d'un bégonia. Une théière qui n'était pas censée être utilisée. Une lettre étrangère qui disparaît. Une famille pleine de raisons de se taire. Il se tourna lentement vers le couloir, où l'écho de « pas lointain » rompit à peine le silence. « Et pourtant, murmura-t-il, je n'ai toujours pas entendu la vérité. Juste les échos. » Chapitre 4. Le mauvais accusé. À la tombée de la nuit, un air tendu s'installait sur Elmwood Hall. Les pas des domestiques étaient plus silencieux, les portes étaient fermées plus soigneusement, et les conversations devenaient brèves, chargées de sous-textes. C'était comme si le manoir, conscient qu'on lui arrachait ses secrets, se repliait sur lui-même. Poirot était dans la bibliothèque, regardant une étagère poussiéreuse. Il ne cherchait pas des livres, mais des traces d'habitude, des schémas interrompus, quelque chose qui ne rentrait pas dans l'harmonie ordonnée que Lady Constance avait cultivée comme un bouclier. C'est alors qu'Evelyn entra, son expression déterminée mais incertaine. « Monsieur Poirot, je me suis souvenu de quelque chose qui pourrait être pertinent. » Poirot se tourna avec intérêt, croisant délicatement les mains. « Dites-moi, mademoiselle, qu'est-ce qui a réveillé votre mémoire ?»« La théière. La veille de la mort de ma tante, elle m'a demandé de me débarrasser d'elle. Il m'a dit qu'il avait entendu des rumeurs, que cela apportait malchance. Je pensais que c'était une superstition absurde. Je l'ai donc rangé. Mais le lendemain, il est réapparu dans le placard. Poirot plissa les yeux. « Et tu ne l'as pas mis là? »« Non, et personne d'autre n'était censé savoir où il l'avait mis. »« Et où l'avait-il laissé? »« Dans un coffre fermé, au grenier, un endroit isolé. Difficile de trouver sans le savoir au préalable. » Poirot hocha lentement la tête. « Merci, mademoiselle. Il a été extrêmement utile. » Peu après, un cri interrompit le silence de la maison. Il venait de l'aile est des quartiers du personnel. Poirot, suivi d'Evelyn et de M. Betts, atteignit le couloir en question et trouva Margaret appuyée contre le mur, tremblante. « La théière a disparu, » réussit-il à dire. « Je l'ai cachée cette fois, mais ce n'est plus là. » « Pas encore. » Poirot s'approcha calmement, les yeux fixés sur l'expression de la jeune femme. « Où l'as-tu cachée cette fois-ci ? » ?»« Dans mon placard. Enveloppée dans une nappe. Moi seul je le savais. Ce n'était pas possible. Personne d'autre que Margaret ne devait y avoir accès, à moins que, pensa Poirot, quelqu'un ne la surveillait de près. Très proche, et comme si le destin voulait récompenser sa réflexion, c'est à ce moment-là que Miss Julian Swafford, l'avocat, apparut avec un air de malaise coupable. « Désolé, je suis venu parce que quelqu'un
quelqu'un m'a envoyé ça. Il a tendu une enveloppe cachetée, sans adresse de retour. Poirot l'a pris avec des gants. À l'intérieur se trouvait une courte note dactylographiée. Charles Ashworth a été vu en train de manipuler la théière la nuit dernière. Demandez à Madame Honoria. Poirot n'a pas réagi immédiatement. Il n'a pas commenté le contenu. Il a simplement plié le billet et l'a mis dans sa veste. Merci, Monsieur Swafford. Je vous dirai si c'est authentique. Plus tard dans la nuit, Poirot a demandé une rencontre privée avec Honoria. Il la trouva dans sa chambre, cousant en silence. La lampe éclairait à peine son visage pâle. « Pardonnez-moi de vous interrompre, madame, » dit-il gentiment, mais sans détour. « Avez-vous vu votre mari avec la théière avant la mort de Lady Constance ?» Honoria a laissé l'aiguille à mi-chemin. Puis, lentement, il acquiesça. « Ouais. » La veille au soir. Tout, il est descendu au salon. Il m'a dit qu'il ne tarderait pas, mais quand il est revenu, il avait quelque chose enveloppé dans une serviette. Il l'a caché dans le tiroir d'une commode. Je n'ai pas demandé. Je ne demande plus. Et tu penses que c'était la théière? Je ne l'ai pas vu clairement, mais... Oui, je l'ai déjà vu faire des choses étranges. Parfois, il se parle tout seul. Il s'enferme dans la bibliothèque avec des bouteilles vides. C'est différent depuis des mois. Poirot le remercia pour l'information, lui dit poliment au revoir et descendit au rez-de-chaussée où le majordome Betts l'attendait avec un plateau de café. « Monsieur Poirot, pardonnez l'intrusion, mais j'ai trouvé quelque chose parmi les effets personnels de Monsieur Charles. » Il posa soigneusement un petit bocal en verre sur la table. Il contenait une fine poudre blanche. Je l'ai trouvé derrière une étagère, cachée dans une boîte à cigares vide. Poirot regarda la bouteille sans la toucher. Qui d'autre a accès à cette pièce? Seulement lui, et peut-être Lady Honoria. Lady Honoria. Le lendemain matin, la police locale a été appelée sur la recommandation de Poirot. L'inspecteur Holloway, un jeune homme très désireux de résoudre l'affaire, a écouté attentivement l'histoire et a rapidement pris une décision. Nous avons un motif, une opportunité et une substance suspecte. Monsieur Charles Ashworth, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'empoisonnement. Charles protesta avec colère, mais sa voix semblait plus blessée qu'indignée. Evelyne regardait la scène en silence. Margaret pleurait doucement dans le couloir. Et seul Poirot, debout près de la fenêtre, semblait insatisfait. « Non, non, c'est trop pratique, » marmonna-t-il pour lui-même. Un coupable sur mesure. Un témoin opportun. Un test bien placé. Il regarda dans le couloir, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un l'observer depuis l'ombre. Et le dernier thé n'a pas encore été servi. Chapitre 5. Le jeu psychologique. Charles Ashworth avait passé la nuit dans une cellule du petit commissariat de Little Chiddingfold. L'inspecteur Holloway semblait satisfait de lui, convaincu d'avoir résolu l'affaire avec une rapidité exemplaire. Cependant, Poirot, de retour à Elmwood Hall ce matin-là, ne rayonnait pas de la même confiance. Le manoir était toujours plongé dans un silence d'attente. Les conversations n'étaient guère que des murmures, et même les cheminées crépitaient discrètement, comme si le feu lui-même ne voulait pas être entendu. Evelyne était assise dans la salle de couture, feuilletant un recueil de poèmes, sans le lire.
Margaret s'affairait dans la cuisine avec des mouvements tendus. Et Honoria marchait dans les couloirs tel un fantôme décent, toujours attentif à ne croiser personne. Poirot demanda du thé. Non par plaisir que j'avais, mais par stratégie. À Elmwood Hall, chaque coupe révélait plus qu'une confession. La nouvelle théière, une pièce de porcelaine sans valeur, a été apportée par Margaret à la demande expresse de Poirot. « Est-ce que ça te dérange de ne pas utiliser celui en argent ?» demanda-t-elle, voyant Poirot la regarder distraitement. « Non, mademoiselle. Parfois, la simplicité permet de voir plus clair ce qui est trop poli. Pensez-vous que M. Charles est coupable ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il but une gorgée et posa la tasse sur la soucoupe avec une précision extrême. « Et qu'en penses-tu » Margaret baissa les yeux. « Je ne sais pas. Mais quelque chose ne va pas. Le pot, comment M. Betts l'a-t-il trouvé si facilement alors, que personne d'autre ne l'avait vu auparavant ?» Poirot se pencha vers elle de quelques centimètres seulement. « Une excellente observation. Je vous félicite. » Marguerite rougit. En elle, peut-être pour la première fois, le soupçon a germé que ce petit homme non seulement enquêtait sur un crime, mais qu'il l'observait également. Après le thé, Poirot demanda à voir le bureau de Lady Constance. Il était dirigé par Evelyne, qui ouvrit la porte avec la clé de son propre porte-clés. Elle l'a toujours gardé fermée. Même le majordome avait besoin d'une autorisation pour entrer. Poirot inspecta soigneusement la pièce. Le bureau était impeccable, à l'exception d'un cadre argenté avec une photographie de sa jeunesse. Lady Constance avec un inconnu. À côté, un petit agenda relié en cuir bleu. Il le feuilleta délicatement. Les pages étaient presque toutes routinières, visite chez le médecin, réunion du club de jardinage, notes sur le jardin, jusqu'à ce que nous arrivions à une entrée particulière, 2 semaines avant sa mort. Lettre de Paris. Même expéditeur qu'il y a des années. Inquiétant. Poirot ferma son journal et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la pluie recommençait, comme si le ciel voulait effacer les traces encore fraîches du mensonge. « Evelyne, dis-moi, tu connaissais des amis de jeunesse de ta tante ?» Peu d'eux. Elle était réservée. Mais il a évoqué un jour un certain Philippe, quelqu'un avec qui il a partagé quelque chose pendant la guerre. « Et tu sais si cette théière, celle en argent, était un cadeau ?» Ouais. Il a toujours dit qu'il ne venait pas de sa famille. C'était un cadeau. Mais il n'a jamais voulu dire de qui. Poirot hocha la tête. Un cadeau, un symbole, peut-être un souvenir empoisonné d'une autre époque. À l'heure du déjeuner, l'inspecteur Holloway est arrivé pour signaler que Charles avait tout nié, mais n'avait aucun alibi solide. Bien sûr, il nie avoir altéré la théière, déclaré Holloway, et il assure que cette bouteille ne lui appartient pas. Typique. Poirot écouta patiemment. Finalement, il parla d'un ton presque distrait. « Inspecteur, serait-il possible que Charles soit coupable, et pourtant innocent ?» Holloway fronça les sourcils. Comment dit-on? Supposons que quelqu'un ait planté ce pot en sachant qu'il serait retrouvé. Et ce quelqu'un l'a vu et a écrit cette note anonyme parce qu'il voulait qu'il soit inculpé, sans procès équitable. Êtes-vous en train de dire qu'il a été piégé? Poirot sourit, mais ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers le buffet du salon où était habituellement rangée la théière. Il regarda à l'intérieur. Vide.
Dites-moi, inspecteur, dit-il doucement. Et si le véritable coupable savait que Charles serait la cible idéale? De mauvaise humeur, pour des raisons financières, et déjà en conflit avec la victime. Et si tout était mis en scène? Poirot ferma la porte du placard. Précisément. Un crime, monsieur, peut être comme une pièce de théâtre. Mais ne vous laissez pas berner par l'acteur le plus bruyant. Regardez ceux qui parlent à peine, et vous verrez où est la vérité. Le lendemain, Charles a été libéré provisoirement faute de preuves concluantes. Evelyne parut soulagée, Margaret confuse. Honoria, pour la première fois, sembla trembler en apprenant la nouvelle. Poirot, pour sa part, n'a fait aucun commentaire. Il a seulement demandé que le service du thé de l'après-midi soit fait avec la vieille porcelaine blanche, comme la première fois qu'il est arrivé. Et il demandait autre chose. Que tous les membres de la maison soient présents, pour une raison quelconque, a demandé Evelyne. Je souhaite seulement observer, répondit Poirot. Une tasse de thé partagée et quelques mots libres peuvent en dire plus qu'un interrogatoire. Et à ses yeux, le match à venir brillait déjà, non pas une des pièces de l'échiquier, mais une plus dangereuse, le jeu psychologique du coupable qui croyait avoir gagné. Chapitre 6. La lettre que personne n'aurait dû lire. L'horloge du salon sonna 5 heures, alors que tout le monde se réunissait pour le thé, comme Poirot l'avait demandé. Ce n'était pas une rencontre heureuse. La tension flottait comme l'arôme de l'eau bouillie. Personne ne parlait de Charles, mais son absence était un silence qui portait son propre nom. L'inspecteur Holloway n'était pas présent. Poirot l'en avait poliment dissuadé, arguant que le moment exigeait de la subtilité et non de l'uniformité. Margaret servit le thé avec des mains fermes. La faïence blanche a remplacé la fameuse théière en argent, et bien que tout le monde l'ait remarqué, personne n'a osé la commenter. Evelyne gardait le regard fixé sur sa tasse. Honoria ajusta son mouchoir avec des mouvements nerveux. Dorothea Illingdon, toujours l'observatrice de côté, a pris des notes mentales avec le plaisir tranquille de quelqu'un qui sait que le drame n'est pas encore terminé. Une belle tradition, commenta Poirot d'une voix douce. Et pourtant, même, la coutume la plus noble peut devenir dangereuse si elle devient un rituel aveugle. Personne n'a répondu. Lady Constance, m'a-t-on dit, considérait le thé de 5 heures comme un moment sacré. N'est-ce pas? Evelyne hocha la tête. Il était incassable. Pas de visite, pas de lettres, pas d'appel pendant cette période. Poirot posa sa tasse sur la soucoupe, et pourtant, il y a eu une lettre qui l'a profondément bouleversé. Il est arrivé de Paris, et il a disparu avant que quiconque puisse le lire. L'atmosphère semblait devenir encore plus tendue. « Comment tu sais ça ?» demanda Honoria, sa voix à peine audible. « Parce qu'il l'a noté dans son journal. Dernier morceau écrit avant sa mort. » Il se tourna vers Evelyne. « Reconnaissez-vous cette lettre ?» Poirot sortit une feuille de papier pliée en 3. Il ne s'agissait pas de l'ordre du jour, mais d'un fragment manuscrit, visiblement arraché, d'une autre page. Les mots étaient en français, tremblant, mais lisible. « Je suis revenu. Tu sais que ce que nous avons fait n'est pas oublié. La théière, elle est la clé. » Evelyne pâlit. « Non, je ne l'ai jamais vue. Où l'as-tu trouvée ?»
dans le dossier d'une chaise, dans le bureau de sa tante. Quelqu'un l'avait caché, avec une extrême prudence. Margaret, écoutant du coin, porta la main à ses lèvres. « La théière, c'est la clé, » chuchotait. « La clé de quoi ?» Poirot se releva lentement. « Voilà, mademoiselle, ce qu'il nous faut découvrir, car il semblerait que quelqu'un, peut-être une vieille connaissance, soit réapparu dans la vie de Lady Constance, juste avant sa mort. Et il l'a fait avec une menace voilée. » Dorothea parla alors, pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. « Philippe, je suis sûr que c'est lui. Je l'ai entendu il y a des années, lors d'une discussion. Lady Constance était furieuse. Elle a dit que s'il revenait, il la détruirait. Et que sais-tu de ce Philippe ? Seulement qu'elle l'a rencontré pendant la guerre. Il était français, et c'était lié à des choses louches. Intelligence, contrebande. Elle l'a aidé. Puis il l'a renié. Poirot se dirigea vers la fenêtre. La pluie s'est arrêtée, mais le ciel est toujours couvert. Un passé enfoui, un objet symbolique, une lettre qui menace de tout exhumer. Il se tourna lentement. Et maintenant, une mort qui survient juste après ce message. Evelyne se leva. « Pensez-vous que ma tante a été assassinée par quelqu'un du passé ?» Poirot la regarda attentivement. « Ou par quelqu'un qui connaissait ce passé, qu'il a utilisé cette peur comme un outil. Et cela est peut-être encore dans cette maison. » Un frisson parcourut la pièce. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Jusqu'à ce que, tout à coup, Margaret laisse tomber le plateau qu'elle tenait. La porcelaine s'est brisée sur le sol. « Désolé, je ne me sens pas bien. » Avant que quiconque puisse l'aider, elle se retourna et courut dans le couloir. Evelyne essaya de la suivre, mais Poirot l'arrêta d'un léger geste. « Laissez-la. Elle est piégée dans quelque chose, plus que la peur. » Ce soir-là, Margaret n'est pas descendue dîner. Sa chambre était vide, la fenêtre ouverte, et sur le lit, soigneusement plié, se trouvait un tablier taché de ce qui semblait être de la poudre blanche. Chapitre 7. L'arôme sous la surface. Le lendemain matin, le manoir Elmwood s'est réveillé avec l'anxiété d'une maison qui savait qu'elle avait perdu quelque chose ou quelqu'un. Margaret n'était pas revenue, et ni le jardin ni les écuries ne montraient aucun signe de sa présence. L'inspecteur Holloway a organisé une modeste recherche, mais Poirot s'est abstenu de participer. Non pas par indifférence, mais parce que son attention était portée sur un autre type de trac, celui qui ne faisait pas appel à la boue, mais à la mémoire. Poirot a demandé au majordome Betts un inventaire des effets personnels de Lady Constance. Il s'agissait d'une liste minutieusement rédigée, comme il sied à la tradition de la maison. Des portraits d'ancêtres aux cuillères à café, gravés d'initiales oubliées. Curieusement, la théière en argent était répertoriée comme une pièce sans provenance, un cadeau reçu en 1919, l'année qui suit la fin de la Grande Guerre, l'année au cours de laquelle de nombreuses vérités ont été enterrées avec les morts. Poirot descendit dans la cave de la maison, accompagné uniquement d'une lanterne et de ses pensées. Les archives des documents familiaux étaient là, dans des armoires verrouillées. Betts lui avait donné accès à contre-cœur.
Personne ne descendait à cet endroit, sauf pour chercher des registres de propriété ou d'anciens reçus. Mais Poirot, comme toujours, ne cherchait pas l'évidence. Dans un dossier poussiéreux intitulé « Correspondance personnelle », il trouva ce qu'il cherchait, une série de lettres attachées par un ruban rouge, datées entre 1918 et 1920. Certaines étaient en anglais, d'autres dans un français passionné et soigneusement rédigé. Le tout signé par un certain Peu Duval. L'écriture correspondait à la note trouvée sur le dossier de la chaise. « Tu silence est un crime plus grand que nos actes. Le silence est un crime plus grand que nos actions. » Poirot ferma les yeux. Pendant des années, Lady Constance avait gardé bien plus que des secrets. Il avait gardé quelque chose que quelqu'un d'autre voulait ou craignait qu'il ne soit révélé. Et cette garde lui avait peut-être coûté la vie. Il retourna au salon où attendait Evelyne, le visage tendu et les mains jointes. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Poirot s'assit calmement. Disons que les objets anciens racontent parfois des histoires plus vivantes que les témoins. Saviez-vous que votre tante a été accusée à Paris de collaboration avec un contrebandier d'art pendant la guerre? Evelyne ouvrit les yeux avec étonnement. « Non, il n'a jamais mentionné rien de tout cela. » Naturellement, les dames de réputation respectables ne partagent pas de tels épisodes. Mais maintenant, je soupçonne que la théière n'était pas seulement une pièce décorative. C'était un souvenir, et peut-être un test, à propos de quoi? D'une trahison, ou une fidélité très gênante. À ce moment-là, l'inspecteur Holloway entra avec une expression inquiète. « Cela a été trouvé à la gare de la ville, a-t-il déclaré en tendant un petit cartable en cuir noir. Poirot le prit avec délicatesse. À l'intérieur se trouvait un mouchoir brodé des initiales MC, une bouteille de sels odorants et une lettre non ouverte. Poirot reconnut immédiatement l'écriture. Marguerite, l'enveloppe était adressée à Poirot. Il l'ouvrit avec grand soin, en sortit le billet et lut en silence « Monsieur Poirot, je n'ai rien fait, mais quelqu'un m'a forcé. La théière n'était pas ce qu'elle semblait. J'ai juste nettoyé ce qu'ils m'ont demandé de faire. Quelqu'un m'a vu. Ils pensent que c'était moi. Mais non. Elle a dit que personne ne devrait le savoir. Que ce qui s'est passé à Paris serait enterré. Mais quelqu'un a déplacé la terre. Et maintenant il me cherche. Je ne reviendrai pas. » Il n'y avait pas de signature, juste une date. La veille. Poirot plia le papier sans dire un mot. Evelyne le regardait avec une angoisse croissante. « Est-ce que ça veut dire Margaret ne reviendra jamais ?»« Cela signifie, dit Poirot d'un ton neutre, qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison qui avait des raisons de craindre ce qu'elle savait. Pensez-vous qu'il fuyait quelqu'un? Ou que quelqu'un voulait que ça ressemble à ça? Honoria entra à ce moment, le visage tendu. « Des nouvelles sont arrivées de la banque, » annonça-t-il d'une voix sèche. Apparemment, quelqu'un a essayé d'accéder au coffre-fort de Lady Constance. Ce matin même, Poirot se redressa. OMS, ils ont utilisé une ancienne autorisation, celui signé par Evelyne. Mais elle était là avec moi. Evelyne se leva, pâle. C'est impossible, je ne sais même pas ce qu'il gardait là. Précisément, dit Poirot. Cela signifie que quelqu'un d'autre le savait. L'inspecteur Holloway
avait l'air déconcerté. Mais Poirot, à la place, se dirigea vers la cheminée et s'arrêta devant la cheminée où reposait une vieille photo de famille. Il la regarda attentivement. « Inspecteur, je dois accéder à ce coffre-fort immédiatement. Parce qu'en elle, je suppose, se trouve non seulement le mobile du crime, mais aussi son vraie nature. Et en attendant, demanda Evelyne, la gorge nouée. Poirot se tourna, le regard grave et précis. En attendant, je demande à tout le monde de ne pas sortir de la maison. Le meurtrier n'a pas fini sa partie. Et si Margaret a disparu, ce n'est pas seulement par peur. C'était parce que quelqu'un lui avait fait croire qu'elle n'avait aucune issue. Le silence était absolu, et dans un coin du manoir, encore invisible, le coupable réalisa que, pour la première fois, Poirot le regardait directement, bien qu'il n'ait pas encore prononcé son nom. Chapitre 8. Écho d'un secret pas si enfoui. Le lendemain matin apportait avec lui un doux soleil qui filtrait à peine à travers les rideaux d'Elmwood Hall, comme s'il doutait qu'il doive ou non éclairer les recoins encore sombres de la vérité. Poirot partit tôt pour la succursale de la banque à Guilford, accompagné de l'inspecteur Holloway. Evelyne voulait les accompagner, mais Poirot refusa avec une excuse polie. Il y a des choses qu'il faut découvrir sans témoin. L'accès au coffre-fort était facile. La signature de Lady Constance était toujours enregistrée et son décès n'avait pas été officiellement notifié à la banque par les avocats. Le directeur, un homme à la moustache tombante et aux manières cassantes, conduisit Poirot et Holloway dans une pièce discrète. À l'intérieur de la boîte, il y avait 3 objets. Une chaîne en or avec un médaillon contenant la photographie d'une jeune femme embrassant un homme qui n'était pas anglais. Une épaisse enveloppe remplie de billets français des années 1920, visiblement anciens, et désormais sans valeur. Une deuxième enveloppe scellée avec le mot « Confession », écrit à l'encre noire et d'une écriture ferme. Poirot ouvrit l'enveloppe avec des mains mesurées. À l'intérieur, un document manuscrit de 3 pages. Il la lut entièrement sans dire un mot. Quand il eut fini, il le remit dans l'enveloppe avec une expression sérieuse. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Holloway avec impatience. Que Lady Constance gardait un secret très dangereux. Celui que quelqu'un ne voulait pas révéler et pour lequel elle était prête à mourir, si nécessaire. Mais il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un anticipe sa décision. Quelqu'un dans la famille. Poirot resta silencieux un moment. « Je n'exclus rien. Mais l'esprit humain, inspecteur, est un jardin plus complexe que n'importe quel labyrinthe. Parfois, la culpabilité s'épanouit là où on l'imagine le moins. » Ils retournèrent à Elmwood Hall à midi. La maison, semblait-il, les attendait. Betts ouvrit la porte avec plus de rigidité que d'habitude, et la tension qui flottait dans l'air était comme une corde sur le point de se briser. Evelyne les a rencontrés dans le salon. Qu'ont-ils trouvé? Poirot l'étudia attentivement. Une photographie et une vérité que sa tante n'a pas pu avouer de son vivant. Mais bientôt, mademoiselle, tout le monde le saura. Avant qu'Evelyne ait pu en demander plus, le majordome s'est précipité à l'intérieur. « Monsieur Poirot, il y a quelque chose que tu dois voir. » Maintenant, il les conduisit au bureau de Lady Constance.
Sur le sol, à côté du bureau, se trouvait un dossier qui n'était pas là la veille. À l'intérieur, plusieurs lettres en français et un petit mot épinglé « Je ne peux plus porter ça. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je sais que je n'étais pas le seul. »« Où as-tu trouvé ça ?» demanda Poirot. « Quand j'ai ouvert la fenêtre ce matin, il était là comme si quelqu'un l'avait laissé de l'extérieur. La fenêtre était fermée hier soir, je m'en souviens très bien. » Poirot prit une des lettres. Il reconnut l'écriture. C'était similaire à celui trouvé sur le dossier de la chaise. « Margaret », murmura-t-il. Il n'a pas fui très loin. Juste. Assez pour ne pas être trouvé, pour l'instant. L'inspecteur Holloway s'est approché. Comment ça, elle n'était pas la seule? C'est ce que nous devons découvrir, car ces lettres ne parlent pas seulement de contrebande d'art, mais d'un témoin silencieux, quelqu'un qui savait tout depuis le début, et cela est resté silencieux jusqu'à présent. Evelyne s'avança. « Êtes-vous en train de laisser entendre que quelqu'un d'autre dans cette maison était complice ?» Poirot se tourna vers elle avec un calme étudié. « Je suggère que quelqu'un savait utiliser la peur comme une arme et de l'argent comme déguisement. La théière n'avait pas de valeur pour ce qu'elle contenait, mais pour ce qu'elle représentait. C'était le symbole d'une dette, un pacte scellé par la trahison. Et maintenant ?»« Maintenant, dit Poirot, l'heure est venue pour la réunion finale. Ce soir, tout le monde sera présent. Le meurtrier a déjà joué son rôle. Et moi, mes amis, j'ai les cartes qui complètent le jeu. » Le même jour, Poirot demanda que la salle principale soit aménagée comme lors des funérailles de Lady Constance. Les mêmes meubles, la même vaisselle jusqu'à la théière en argent qui a été récupérée du grenier sous sa surveillance. « Êtes-vous sûr que nous devrions l'utiliser ?» demanda Honoria, visiblement inquiète. « Absolument. Parfois, madame, l'assassin a besoin de se voir reflété dans l'objet de son crime. Ce n'est qu'à ce moment-là que le masque commence à se fissurer. » Ce soir-là, à 8 heures, tout le monde se retrouva dans le salon. Evelyne, Honoria, Dorothea, le majordome Betts et même l'avocat Swafford. Margaret était toujours portée, disparue, ou peut-être se cachait-elle plus près que tout le monde ne le pensait. Poirot se leva, le corps droit, les yeux brillants de certitude. « Messieurs, le moment est venu. Cette théière en argent, si décorative, si vénérée, a été témoin de la mort, du silence et de la peur. Mais maintenant, il va être témoin d'autre chose, la vérité. » Personne n'a parlé. Il n'y eut que le léger claquement d'une cuillère contre une tasse. Le silence, enfin, était sur le point d'être rompu. Chapitre 9. Le thé qui attendait d'être servi. La théière en argent était posée sur la table du salon, scintillant dans la faible lumière du candélabre. Il n'y avait ni vapeur, ni thé, seulement l'éclat froid du métal et l'écho des souvenirs qu'il contenait. Toutes les personnes présentes évitaient de la regarder directement, comme si cela signifiait reconnaître ce qu'elle représentait. Poirot resta debout. Sa silhouette était la seule à être complètement sereine. D'un léger geste de la main, il indiqua que tout le monde devait s'asseoir. Sa voix, lorsqu'il parlait, était aussi précise qu'un scalpel. « Mesdames et messieurs, cette réunion n'est pas pour accuser sans preuve. Il s'agit de reconstruire. Car un crime, le vrai crime, commence rarement par l'acte, mais par l'intention.
Les yeux se tournèrent entre eux. Evelyne regardait Dorothea. Dorothée à Honoria. Honoria à sa tasse vide. Commençons par les faits. Lady Constance reçut une lettre qui la troubla profondément. Dans cette lettre, elle évoque un passé qu'elle voulait oublier. Un homme, Philippe Duval, avec qui elle a partagé bien plus que des confidences durant les dernières années de la guerre. Tous deux étaient apparemment impliqués, directement ou indirectement, dans la contrebande d'œuvres d'art depuis les musées des zones occupées. « C'est ridicule », interrompit Dorothea. Constance n'aurait jamais participé à quelque chose d'aussi vulgaire. « Pas volontairement, peut-être, » répondit calmement Poirot. « Mais oui, par amour. Ou par peur. Des lettres retrouvées au sous-sol montrent qu'il a été manipulé et qu'il craignait profondément que cela soit révélé. Surtout pour ce que cela représentait pour son héritage et pour sa famille. Poirot laissa le silence s'installer. Maintenant, passons à la théière. Cette pièce était un cadeau de Philippe. Pas par affection, mais par menace. Dans sa base creuse, et ici Poirot a doucement placé un petit tournevis à côté, se trouve un compartiment caché. Ce matin, je l'ai ouvert. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Bette se pencha en avant. Evelyne se couvrit la bouche de sa main. Un double fond, avec des papiers, recettes, codes, la preuve concrète de ce trafic d'art. Assez de documents pour ruiner non seulement la réputation de Lady Constance, mais aussi les finances de la famille Ashworth, qui, comme nous le savons bien, était déjà en déclin. Le murmure se répandit comme une vague. « Et comment savez-vous que ces documents étaient réels ?» demanda Swafford, la voix tendue. « Parce qu'ils tombent sur les exemplaires que M. Philippe a tenté de vendre il y a des décennies à Paris. Je l'ai vérifié moi-même. C'est pourquoi la théière était la clé. C'est pourquoi Lady Constance voulait se débarrasser d'elle. » Poirot marchait lentement dans la pièce, s'arrêtant derrière chacune des personnes présentes. Et c'est pourquoi quelqu'un, après avoir découvert que la dame envisageait d'avouer sa participation et de révéler le contenu de cette théière, a agi plus tôt. « Avant, » dit doucement Evelyne, « êtes-vous en train de laisser entendre qu'il ne s'agissait pas d'un crime impulsif? Non, c'était un crime calculé. Le poison n'a pas été improvisé. Il était préparé à l'avance, introduit au fond de la théière par une fissure cachée dans le bec verseur. Lorsque l'eau chaude passait, le poison était libéré. Subtil, inodore, méconnaissable sans analyse. Poirot s'arrêta. Et celui qui l'a fait connaissait parfaitement l'objet, son origine, sa conception, et surtout sa valeur symbolique. Honoria ferma les yeux. Dorothée pâlit. Swafford déplaça anxieusement un doigt sur la coudoir. Butler Betts déglutit. Miss Margaret n'était pas coupable. Il s'en doutait juste, c'est pourquoi il a disparu. Mais sa lettre était claire. Je n'ai nettoyé que ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et qui lui a demandé ces tâches? Qui lui a ordonné quoi cacher, quoi polir, quoi enlever sans se poser de questions? Madame Honoria, murmura Evelyne, surprise par ses propres mots. Honoria se tourna brusquement, mais Poirot ne réagit pas. Je ne l'affirme pas, pour l'instant, mais
Elle n'était pas la seule à connaître les rituels de la maison. En fait, tout le monde ici savait que Lady Constance buvait du thé dans cette théière à la même heure, tous les jours, et sans exception. Cela ne prouve rien, dit Dorothea nerveusement. Nous le savions tous. Exactement, madame. Et c'est pourquoi tout le monde a eu l'opportunité. Mais seulement un ou l'un d'entre vous avait le assez peur vouloir effacer toute trace du passé avant qu'il n'apparaisse au grand jour. Poirot s'arrêta près de la table. D'un geste lent, il ôta le couvercle de la théière en argent et la posa de côté, révélant l'intérieur vide. Cette théière n'a pas tué à cause de son contenu, il a tué pour son symbole. Alors il garda le silence. D'après ce qu'il a dit, sans parler, Evelyne se leva lentement. « Allez-vous accuser quelqu'un, monsieur Poirot ?» Poirot haussa un sourcil. « Mademoiselle, pas encore. Il manque 2 pièces. Un, très petit mais crucial. Et l'autre, la réaction. La révélation ne vient pas d'une déclaration, mais d'une fissure dans le masque. Les horloges de la maison indiquaient 9 heures. Et croyez-moi, ajouta Poirot avec un léger sourire, cette fissure est sur le point de s'ouvrir. Chapitre 10. Les fissures dans le masque. La théière restait sur la table, silencieuse et brillante, comme si elle écoutait tout sans rien dire. Autour d'elle, la salle avait pris l'air dense d'un tribunal sans juge. Personne n'osait se lever. Personne ne voulait être le premier à bouleverser l'équilibre précaire que Poirot avait créé avec ses paroles. Le détective belge n'avait pas bougé depuis sa dernière phrase. Il restait debout, les mains croisées sur le ventre, les yeux fixés sur le visage de chaque personne présente, avec une patience tranchante. Ce à quoi je m'attendais n'était pas un aveu, mais une fissure. Il y a quelque chose de fascinant chez les gens qui ne disent pas toute la vérité, dit-il enfin. Ils ne mentent pas, mais ils sélectionnent, omissions stratégiques, horaires soigneusement édités. C'est un art, manipuler sans parler. Son regard tomba sur Dorothea Hillingdon. « Madame, vous avez été la première à parler de Philippe. » Avant de le nommer. « Oui, mais seulement parce que je m'en souvenais. » Ou parce que tu le connaissais plus que tu ne l'admets. Dorothea parut offensée, mais sa réponse fut trop lente. Lady Constance en a parlé dans le passé. Je n'ai jamais rien su de concret, juste de vieux potins. Poirot n'insista pas. Il se tourna ensuite vers Honoria, qui gardait les mains fermement jointes sur ses genoux. « Et vous, madame, pourquoi avez-vous tant insisté pour ne pas utiliser la théière en argent ce soir? Était-ce de la prudence ou de la panique? » Honoria le regarda froidement. Panique. Ne soyez pas ridicule. Je ne suis pas une fille qui a peur d'un objet. Mais cela semble macabre de recréer la scène du crime. Inutile. Inutile ou révélateur? Le commentaire est resté flottant. Evelyne est intervenue, peut-être par compassion, peut-être par anxiété. Et la lettre? Monsieur Poirot? Celui qui l'a trouvée avec les lettres en français. N'a-t-il pas dit qu'il y avait plus d'un impliqué? C'est vrai, mademoiselle. Et cela nous amène à considérer que ce crime, contrairement à beaucoup d'autres, n'est pas né d'une colère soudaine, mais d'une collaboration. L'avocat Julian Swafford bougea sur sa chaise. Est-ce que vous faites allusion à un complot? Je souligne un fait.
Plusieurs avaient des raisons de vouloir que le passé de Lady Constance reste caché. Des raisons différentes, mais convergentes. Poirot sortit un petit papier de la poche intérieure de sa veste. Sur cette feuille, que j'ai trouvée à l'intérieur du double fond de la théière, il y a une liste de noms. Pas des œuvres d'art, non! Personnes qui ont participé à une opération secrète visant à extraire des pièces de valeur des musées français pendant l'occupation. Il se tourna lentement vers Swafford. Un de ces noms vous est familier, monsieur, n'est-ce pas? L'avocat pâlit légèrement. Cela ne prouve rien. Cela pourrait être un homonyme. C'est un nom de famille courant. Peut-être. Mais la combinaison avec les autres preuves le rend moins innocent. En tant qu'avocat personnel de Lady Constance, vous aviez accès à tous ces documents, même à ceux qui ne devraient pas quitter leur bureau. Je connaissais le coffre-fort, je connaissais la bouilloire. Il savait peut-être que quelque chose allait être révélé. Non, s'écria Swafford en se levant brusquement. Je ne l'ai pas tué! Silence. L'écho de ses paroles semblait coller au mur. Personne ne vous a encore accusé, monsieur, dit doucement Poirot, sans bouger. Mais sa réaction est instructive. Swafford se laissa tomber sur sa chaise, tandis que Dorothea le regardait avec quelque chose qui se rapprochait du mépris, et Evelyne avec une confusion croissante. Poirot se dirigea lentement vers la cheminée. « Vous êtes tous piégés dans une toile. Tissée il y a des décennies, Lady Constance ne se contentait pas de cacher les secrets des autres. Il a également protégé les siens. Philippe Duval n'était pas un simple amoureux. Il était complice, oui, mais cela menace aussi. Et elle l'a tenu à l'écart jusqu'à ce que quelqu'un, peut-être dans cette même pièce, le contacte à nouveau, ou fait semblant de le faire. Parce que cette lettre n'a pas été envoyée de Paris. C'était écrit ici, avec une vieille machine à écrire, le même qui est dans la bibliothèque. « Ce n'est pas possible !» murmura Honoria. « Cette machine n'a pas été utilisée depuis des années. »« Es-tu sûr ?» demanda Poirot. « Parce que je l'ai utilisée ce matin. »« Cela fonctionne parfaitement. » Il y eut un silence encore plus tendu. La machinerie psychologique commençait à échouer. Les masques pour trembler. Poirot reprit sa place à table. Le meurtrier ne craignait pas pour sa liberté. Il craignait pour son héritage. De mémoire. D'après ce que diraient les autres. C'est pour ça qu'il n'a pas tiré. Il n'a pas poignardé. Il a utilisé l'objet le plus inoffensif de la maison. Une théière. Et il l'a fait avec tant de soin qu'il avait confiance que personne ne découvrirait la vérité. Evelyne le regardait avec de grands yeux. « Et tu l'as découvert ?» Poirot baissa légèrement la tête. « Il n'en reste qu'un morceau, mademoiselle, un tout petit. Et ce soir, nous l'aurons. Parce que le meurtrier n'a plus la main sur l'histoire. Mais il le pense toujours. » Les horloges indiquaient, à nouveau l'heure, 10 heures. Et dans le couloir, les pas de quelqu'un qui ne devrait pas être là se firent entendre. Poirot se tourna vers la porte avec un calme absolu. Ah, juste à temps. Chapitre 11. La main qui trembla à la fin. Les pas dans le couloir étaient doux, presque furtifs. Mais, dans le silence total de la pièce, chacun sonnait comme le tonnerre. Toutes les personnes présentes se tournèrent
vers la porte. Évelyne fut la première à parler, à peine au-dessus d'un murmure. Marguerite? Et effectivement, c'est elle qui a franchi le seuil. Elle portait toujours l'uniforme de servante, même si son apparence était décomposée. Ses cheveux étaient en désordre, ses joues étaient pâles, ses yeux étaient comme des braises éteintes. Dans sa main, il portait une petite boîte en bois clair. Il n'a rien dit. Il s'arrêta juste à la table, plaça soigneusement la boîte devant Poirot et attendit. Le silence était tel qu'on pouvait entendre le léger tic-tac de la montre de poche de l'avocat Swafford. Poirot s'inclina légèrement et ouvrit la boîte. À l'intérieur, pliée en quatre et fermée par une broche rouillée, se trouvait une coupure de journal, datée 1920, titre en français. Un contrebandier lié au procès des évasions d'espions britanniques, manque de preuves, Poirot, le tint avec 2 doigts, le montra au groupe, puis fixa ses yeux sur Margaret. « Où l'avez-vous trouvé, mademoiselle ?» Elle déglutit. C'était à l'intérieur de la théière, dans le double fond. Je l'ai vu quand je l'ai nettoyé pour la dernière fois, et je savais que je ne devais pas y toucher. Mais ce soir-là, après avoir servi le thé, j'ai vu que quelqu'un d'autre l'avait manipulé. OMS? Margaret ne regardait personne. Je ne peux pas le dire. Ils m'ont prévenu, mais je ne l'ai pas tué, je jure. Je sais, répondit doucement Poirot. Et son courage à son retour nous aidera à compléter le tableau. Margaret se retira au fond de la pièce, tremblante, sans quitter des yeux la boîte qu'elle venait de remettre. Poirot se tourna vers les autres. Cet article, explique-t-il, ainsi que les lettres, les aveux et les documents trouvés dans le coffre-fort, constituent une histoire soigneusement cachée. Lady Constance, loin d'être une simple victime de chantage, a volontairement participé à un réseau de trafic d'art pendant la guerre. Elle était protégée par des contacts diplomatiques. Son implication n'a jamais été révélée. Jusqu'à présent, il s'approcha de la théière. Cet objet était son seul lien tangible avec cette époque. Pas seulement un cadeau de Philippe Duval, mais une archive cachée, une bombe silencieuse. Et Lady Constance, sentant que son heure approchait, voulut se rendre. Il voulait blanchir son nom de son plein gré, le changement de son testament, la demande à l'avocat, sa lettre d'aveu. Tout était prêt. Poirot se tourna vers Évelyne. « Tu as dit que tu t'étais disputé avec elle juste avant sa mort. Tu te souviens pourquoi? Elle m'a dit qu'il y avait des choses qu'elle devrait me dire, que la vérité ne meurt pas avec le temps. Mais il ne voulait pas en expliquer davantage. J'étais nerveux. Elle semblait effrayée. » Poirot hocha la tête, se tournant vers Swafford. « Et vous, monsieur, avez été chargé par Lady Constance d'organiser un rendez-vous privé avec le notaire de Londres. Correct? Ouais. Elle m'a demandé de tout organiser pour le lundi suivant. Mais il est mort dimanche, une nuit avant. Oui, c'est comme ça. » Poirot se tourna alors vers Dorothea, qui jusqu'à présent était restée impassible. « Madame, vous avez dit que vous étiez au courant des rumeurs sur Philippe, mais il n'a jamais mentionné avoir vu la bouilloire ouverte. »« Je ne l'ai pas vue, » dit-il fermement. « Curieux, parce que dans la lettre de Margaret, elle mentionne vous avoir
vu près de la commode la veille. Toucher quelque chose enveloppé dans un tissu blanc. Dorothée ne répondit pas. Il a juste pincé les lèvres, continua Poirot, marchant lentement au centre de la pièce. Le crime était méticuleux. Le poison, introduit avec précision. L'alibi, soigneusement construit. Et le plus intéressant de tous, la bouteille contenant le poison a été trouvée dans la bibliothèque, l'endroit où Charles Ashworth boit habituellement en solitude. Il jeta un coup d'œil au coin où Charles, sur décision du tribunal, avait été tenu à l'écart de l'affaire depuis sa liberté provisoire. Le nom n'a pas été prononcé, mais son ombre était toujours présente. Trop évident, trop facile. Poirot s'arrêta près de la cheminée. Il y a autre chose qui confirme mes soupçons. Et c'est un tout petit détail, un geste, une contradiction, quelque chose qu'aucun d'entre vous n'a remarqué. Mais cela m'a suffi pour identifier qu'il ne pouvait pas tolérer que ses aveux soient révélés. Personne n'a bougé. Personne ne respirait. Poirot sourit doucement. Et ce détail sera révélé sous peu. Mais d'abord, inspecteur Holloway, avez-vous la pièce que je vous ai demandé de récupérer sur le bureau de Lady Constance? L'inspecteur hocha la tête et sortit une petite fiole ambrée. Poirot le prit et le présenta à la lumière. Le même poison, toujours présent dans l'encre avec laquelle Lady Constance écrivait ses lettres privées. Quelqu'un le savait, quelqu'un l'a utilisé. Il se tourna une dernière fois vers tout le monde. « Mes amis, le moment est venu. Fini les masques. Plus de rituels. Ce soir, nous dirons le nom qui a été évité et dénoncerons le meurtrier de Lady Constance Ashworth. » La pièce semblait retenir son souffle, et Poirot, se tournant lentement vers la théière, murmura comme un juge fermant le dossier final, parce que ce n'est plus le passé qui pèse sur cette maison, c'est la conscience. Chapitre 12. Le nom qui a attendu trop longtemps. La pièce resta complètement silencieuse. Seul le timide crépitement de la cheminée semblait nous rappeler que le temps avançait encore. Tous les regards étaient tournés vers Poirot, qui tenait la fiole d'ambre entre ses doigts, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Personne n'a parlé. Personne ne respirait. Et puis Poirot rompit la pause d'une voix ferme. « Mes amis, le moment est venu. Tout ce qui était dit, tout ce qui était caché, tout ce qui semblait insignifiant, forme désormais un tableau complet. Un crime ne se résout pas avec des preuves isolées, mais avec l'harmonie de ses éléments. Comme une montre suisse, chaque engrenage doit s'adapter. Il posa la bouteille sur la table et marcha lentement parmi les personnes présentes. Lady Constance a été assassinée non par cupidité, mais par peur. Pas pour se venger, mais pour contrôler. La peur d'un aveu, la peur du déshonneur, la peur de perdre la construction de toute une vie. Mais qui avait le plus à perdre si la vérité éclatait au grand jour? Ses pas l'amenèrent devant Honoria Ashworth, qui baissait maintenant les yeux, les doigts serrés dans sa jupe. « Madame, vous connaissiez le passé de votre belle-mère. Vous avez connu Philippe Duval, et vous craigniez que ces aveux n'impliquent plus qu'un scandale. Vous craignez que cela détruise tout le nom d'Ashworth, y compris l'avenir déjà précaire de votre mari. » Honoria leva les yeux avec une soudaine dureté. « Es-tu en train de dire que je l'ai tué ?» Poirot ne sourit pas. Il hocha la tête une seule fois, lentement.
vous avez préparé le poison. Vous l'avez introduit dans le bec de la théière par la fissure cachée, qui ne pouvait être connue que si elle avait été altérée auparavant, et vous avez soigneusement déposé le pot derrière les livres de Charles, en vous assurant que lorsqu'il le trouverait, tout le désignerait. Un homme sans réputation, pas d'alibi, sans défense. Ce n'est pas une preuve, a déclaré Swafford. Ce n'est qu'une hypothèse. Non, monsieur, corrigea Poirot. C'est une déduction basée sur des faits, car la lettre écrite par Philippe ne venait pas de France. Il a été tapé sur la machine à écrire de la bibliothèque. Et les seules empreintes digitales sur cette machine, à part la mienne, sont celles de Madame Honoria, confirmées cet après-midi. Honoria pâlit. Cette machine n'a pas été touchée depuis des années, mais vous l'avez utilisée pour écrire la lettre anonyme que M. Swafford m'a donnée, et la lettre soi-disant de Philippe. Il a simulé un chantage de l'étranger pour semer la peur chez Lady Constance et la forcer à agir. Mais lorsqu'il a vu qu'elle envisageait de tout avouer, il a choisi d'aller de l'avant. Poirot fit un pas en avant. Et tu sais ce qui l'a trahi. Ce n'était pas ses empreintes. Ce n'était pas le poison. C'était un geste si petit qu'il est presque passé inaperçu pour moi. Il sortit de sa poche une serviette blanche pliée. Lors de la réunion où j'ai montré la théière pour la première fois, vous vous êtes couvert les mains avec une serviette avant de la toucher. Pas parce qu'elle était sale, mais parce que je savais que cette théière pouvait encore parler. Vous aviez peur de laisser de nouvelles traces. Honoria se leva lentement. Cela ne prouve rien. Vous ne pouvez pas me condamner pour une serviette. Poirot la regarda avec des yeux calmes. Mais Margaret l'a vu cette nuit-là. Il a vu que vous étiez le dernier à vous approcher du buffet. Elle l'a écrit dans sa note, même si elle n'a pas osé la signer. Et en plus... Poirot brandit la coupure de journal. Vous apparaissez dans cet article. Non pas comme l'auteur du crime, mais comme la femme qui accompagnait Lady Constance à Paris. Une jeune dame britannique, blonde, grande, avec un nom de famille réservé. Chance? Non. Vous étiez là, et il connaissait toute l'histoire. Lady Honoria recula d'un pas. Evelyne se couvrit la bouche de ses mains. Swafford marmonna un juron. Betts fit instinctivement un pas vers la porte. Honoria se redressa. Sa voix était basse, mais sans tremblement. Elle allait tout détruire. À Charles, à notre vie, en making ton nom. Ce que nous avons fait à Paris était nécessaire, mais si le monde le savait maintenant, tant d'années plus tard, tout ce que nous avons construit s'effondrerait. Poirot s'inclina légèrement. Et puis, c'était la fierté. Pas de vengeance. Et l'orgueil, madame, est le plus mortel des poisons. L'inspecteur Holloway, jusqu'alors en retrait, avançait régulièrement. Madame Honoria Ashworth, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Lady Constance Ashworth. Honoria n'a pas protesté. Il releva seulement le menton et dit, avec un calme presque amer, « Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Elle fut escortée hors de la pièce, sans autre mot. Quelques heures plus tard, Poirot était seul près de la cheminée, buvant du café soigneusement préparé. Evelyne s'approcha, toujours pâle, mais plus ferme que les jours précédents. « Comment as-tu su que c'était elle ?» Poirot sourit. « Parce que seul celui qui a peur d'être découvert agit avec autant de précaution. Trop prudent.
Une personne coupable peut être maladroite, mais un fier est excessivement méticuleux. Et Marguerite? Tout ira bien. Je ne lui reproche pas de s'être enfui. Il l'a fait par peur, pas par complicité. Peut-être que cette maison mérite une nouvelle histoire, après tout. Évelyne hocha la tête en regardant le portrait de sa tante. Et vous, monsieur Poirot? Que va-t-il faire maintenant? Repos, boire du café, et que les théières soient justes pour le thé. Et avec ce sourire discret, qui en disait toujours plus qu'un discours entier, Poirot se leva, prit son chapeau et s'éloigna sous le ciel clair du Surrey. Là où autrefois il y avait des secrets, il n'y avait plus que l'écho de l'ordre rétabli.